Un millionnaire surprend sa femme en train d'humilier la femme de ménage et prend une décision choquante. Le manoir se dressait au sommet d'une colline tranquille, entourée de jardins parfaitement taillés et de statues que personne ne regardait vraiment. Théo et Élise vivaient là depuis près de 6 ans, dans ce que beaucoup considéraient comme un rêve incarné. Une propriété somptueuse, des voitures de luxe, des soirées privées avec des invités influents et des apparitions régulières dans les magazines de la haute société lyonnaise. Théo, fondateur d'une entreprise technologique désormais cotée en bourse, était admiré pour son esprit visionnaire, mais aussi respecté pour son humilité, rare chez les milliardaires. Silencieux, discret, il restait en retrait lors des mondanités, laissant volontiers Élise briller sous les projecteurs. Cette dernière, belle, élégante, maîtrisait les codes du luxe avec une aisance presque naturelle. Son sourire en public cachait pourtant une froideur qu'on ne remarquait que dans les recoins de leur quotidien. Leur routine était réglée comme une horloge suisse. Élise passait ses matinées entre séances de sport privé, soins esthétiques et appels avec ses amies influentes. Théo, lui, partait tôt pour son siège à Lyon et rentrait tard, souvent épuisé, mais rarement surpris par ce qu'il trouvait en rentrant. Un repas servi, une épouse impeccable et un silence qui disait plus que des mots. Les employés de maison, bien que bien payés, semblaient toujours sur le qui-vive. Un regard baissé, des gestes rapides, des remerciements discrets. Théo le remarquait parfois, mais n'y prêtait pas vraiment attention. Il pensait que c'était là le prix de travailler dans une maison aussi stricte, sans jamais envisager que le problème puisse venir de l'intérieur. Jusqu'au jour où Camille franchit le portail du manoir. Camille avait 29 ans. Elle venait d'être embauchée comme femme de ménage après une recommandation d'une ancienne employée de Théo. Petite, aux traits fins, elle se distinguait par une douceur rare. Sa démarche était prudente, presque silencieuse, et elle semblait s'effacer dans chaque pièce qu'elle nettoyait. Pourtant, sa présence allait réveiller quelque chose que Théo avait longtemps repoussé. Dès son premier jour, elle sentit une tension étrange dans l'air. Elle n'était pas la bienvenue, pas pour tout le monde. Élise, en particulier, l'observait d'un regard qui glissait rapidement de la tête aux pieds, comme pour prendre la mesure exacte de sa condition. Camille fit semblant de ne rien voir, comme on lui avait appris à faire. Mais les gestes, les remarques, les silences lourds, tout parlait plus fort que les mots. Théo, lui, n'avait pas encore réellement croisé Camille. Il l'avait vue de loin, une silhouette discrète qui traversait les couloirs avec un balai ou un plateau de linge. Il n'avait pas noté le changement dans l'ambiance, ni le malaise qui s'installait parmi le personnel. Trop occupé à préparer le lancement de sa nouvelle ligne de produits connectés, il n'avait pas le temps, ou pas l'envie, de s'attarder sur ce qui ne criait pas pour être entendu. Pourtant, quelque chose en Camille allait bientôt faire surface. Elle ne comptait pas dénoncer quoi que ce soit. Elle n'en avait ni la position ni le pouvoir. Mais son simple comportement, respectueux, attentionné, silencieux, allait créer une dissonance dans un lieu où chacun semblait avoir accepté un certain ordre des choses. Élise, habituée à ce que tout et tout le monde se plie à ses exigences, ne supporterait pas longtemps cette présence qu'elle jugeait trop humble, trop sage, trop humaine. Et Théo, dans sa tour d'ivoire technologique, dans sa bulle de chiffres et de présentation, commencerait peu à peu à sentir que quelque chose clochait, pas à cause d'un mot, mais d'un silence, d'un regard, d'un frisson presque imperceptible dans l'air de sa propre maison. Mais ce que Théo ne savait pas, c'est que l'arrivée de Camille ferait émerger bien plus qu'un simple malaise. Elle réveillerait une vérité qu'il s'était trop longtemps efforcé d'ignorer. Camille avait été engagée discrètement, sans grande présentation, comme souvent dans ce genre de maison où le personnel va et vient sans vraiment laisser de traces. Mais dès sa première semaine, elle comprit que le décor grandiose du manoir ne suffisait pas à masquer certaines réalités. Ce n'était pas seulement l'opulence ni le luxe parfaitement orchestré. C'était l'air ambiant, cette tension permanente que seuls les plus attentifs percevaient. Et Camille, elle, remarquait tout. Elle avait appris à observer, à se taire, à anticiper les humeurs, à sentir le danger bien avant qu'il n'explose. Dans cette maison, le danger ne venait pas de cris ou de gestes brusques, mais d'une forme bien plus élégante de cruauté. Élise n'avait pas attendu longtemps pour exprimer son dédain. Cela ne passa pas par une insulte directe ni par une accusation ouverte, ce fut plus subtil, presque théâtral. Lors du 3e jour de Camille au manoir,
Alors qu'elle disposait délicatement des serviettes dans la salle de bain d'invités, Élise entra sans frapper. Elle s'arrêta sur le pas de la porte, observa un instant sans un mot, puis fit demi-tour en soufflant distinctement, comme si une odeur désagréable flottait dans l'air. Camille ne répondit pas, baissa légèrement les yeux, termina sa tâche et quitta la pièce. Mais ce n'était qu'un début. Les remarques vinrent ensuite, souvent dissimulées derrière un sourire. « Tu as été formé ou… Ah, je vois. Essaie de ne pas trop t'attacher à tes horaires, ici on attend la perfection. » Ou encore « Tu sais, dans ce milieu, les visages changent vite. » Ces phrases n'avaient rien d'illégal, rien de punissable, mais elles coupaient net, comme des lames fines, invisibles à ceux qui n'en étaient pas la cible. Camille sentait la pression monter, mais elle ne se plaignait pas. Elle accomplissait chaque tâche avec précision, évitant de croiser Élise quand elle le pouvait, et gardait son calme même lorsque celle-ci critiquait son travail sans raison. Elle avait besoin de ce poste, non pas pour s'élever socialement, mais pour survivre. Ses dettes n'étaient pas énormes, mais suffisantes pour l'empêcher de dormir paisiblement. Sa mère malade demandait des soins constants, et son frère, en prison depuis 3 ans, comptait sur elle pour garder un lien avec la réalité. Camille n'avait pas de place pour l'orgueil. Elle savait que l'humiliation était parfois le prix à payer pour avancer. Théo, lui, restait en retrait. Il avait bien vu de loin les regards que sa femme lançait à la nouvelle employée. Il avait perçu l'ironie de ses mots, le ton un peu trop sec, la posture toujours légèrement supérieure. Mais il ne disait rien. Ce n'était pas qu'il approuvait, mais plutôt qu'il doutait de la gravité de la situation. Il connaissait Élise. Elle avait toujours eu ce ton un peu cassant, ce besoin de contrôler son environnement avec rigueur. Pour lui, cela faisait partie de son caractère, de cette personnalité forte qui l'avait charmé au début de leur relation. Il se disait qu'elle n'était pas méchante, juste, exigeante. Et pourtant, une scène banale dans la cuisine allait fissurer cette perception. Ce matin-là, le soleil peinait à traverser les nuages lourds qui pesaient sur les collines de l'ouest lyonnais. Il pleuvait doucement depuis l'aube, un filet constant de gouttes qui habillait le silence de la maison d'une rumeur apaisante. Camille préparait un plateau pour Élise, comme chaque jour. Thé vert, 2 tranches de pain grillé sans croûte, un peu de confiture d'abricot maison, un journal plié et une serviette brodée. En déposant la petite soucoupe, sa main trembla légèrement, peut-être à cause de la fatigue ou de la tension accumulée. Une goutte de thé s'échappa de la tasse et glissa sur la porcelaine immaculée. Élise entra quelques minutes plus tard. Un silence pesant s'installa. Elle observa le plateau, fronça les sourcils, saisit la soucoupe et l'examina comme si elle venait d'y découvrir une offense personnelle. Puis elle se tourna vers Camille, qui s'était effacée dans un coin de la pièce, mains croisées devant elle. « Est-ce que quelqu'un t'a appris à servir ?» demanda Élise, la voix douce mais sèche comme une lame de verre. Camille ouvrit la bouche mais n'eut pas le temps de répondre. « Non, bien sûr que non. J'aurais dû m'en douter. On ne t'a pas appris, on t'a simplement dit de faire de ton mieux. » Eh bien, ici, ce n'est pas faire de son mieux, c'est faire mieux que parfait. Théo, qui était encore à l'étage, entendit le ton monter. Il posa son ordinateur sur le lit, se leva et s'approcha silencieusement du couloir. Les mots d'Élise continuaient à descendre les escaliers avant lui, acérés, mesquins, parfaitement audibles malgré leur fausse douceur. « Regarde-moi quand je te parle, Camille. Tu travailles ici, tu n'es pas invisible. Si tu veux rester, il va falloir te comporter comme quelqu'un qui mérite d'être là. » Camille leva enfin les yeux. Elle ne pleurait pas, mais ses pupilles sombres trahissaient une profonde blessure. Théo s'arrêta derrière la porte, sans faire de bruit. Il ne voulait pas intervenir brusquement, mais il devait comprendre. Il avait besoin d'entendre, sans le filtre des apparences, sans les justifications. Il entendit encore Élise critiquer la manière dont Camille marchait, tenait les objets, parlait trop bas. Puis elle conclut en disant qu'elle allait réévaluer sa présence ici, si le niveau ne s'élevait pas rapidement. Le silence qui suivit fut plus violent que les mots. Il n'y eut aucune réponse. Juste le bruit d'une chaise qu'on poussait, d'un plateau qu'on soulevait et d'un pas léger qui s'éloignait. Théo resta un moment sans bouger, adossé au mur, les bras croisés. Ce qu'il venait d'entendre ne ressemblait pas aux simples exigences d'une maîtresse de maison. Ce n'était pas du perfectionnisme ni de la rigueur. C'était une forme de domination déguisée, presque jouissive. Élise ne corrigeait pas, elle rabaissait, elle ne dirigeait pas, elle écrasait.
Et pour la première fois, il vit dans cet éclat de voix une fracture qu'il n'avait jamais voulu admettre. Le ciel était gris ce matin-là, un gris épais, sans nuance, comme une couverture qu'on aurait tirée sur la ville. Une pluie fine et persistante s'abattait sur les vitres du manoir, rendant l'atmosphère plus morne encore. Les feuilles des arbres collaient aux allées de gravier, le silence des lieux n'étant troublé que par le clapotis monotone des gouttes et le frottement lointain du balai de Camille sur le marbre du hall. Elle commençait tôt, comme toujours, nettoyant les escaliers, vérifiant les recoins invisibles que personne d'autre ne voyait jamais. Ce matin-là, elle avait tout révisé 2 fois. Elle savait qu'Élise était de mauvaise humeur. Elle le sentait dans l'air, dans les pas plus secs, dans les ordres donnés sans regard, dans l'absence totale de bonjour. Vers 8 heures, Élise descendit. Habillée d'un tailleur beige, ses cheveux relevés en un chignon impeccable, elle avançait avec cette élégance froide qu'elle maîtrisait parfaitement. Ses talons claquaient sur les marches comme une suite de coups de marteau bien rythmés. À mi-chemin, elle s'arrêta net. Sur le bois verni du garde-corps, une trace à peine visible de doigts mouillés ou mal essuyés. Une tache si infime que seul un œil habitué à chercher la faute aurait pu la voir. Elle resta là quelques secondes, en silence, le regard fixé sur la trace. Puis, lentement, elle se retourna et appela d'un ton sec, sans hausser la voix. « Camille !» Immédiatement. Camille accourut depuis la buanderie, les mains encore humides. Elle arriva à la base de l'escalier et leva les yeux. « Oui, madame. » Élise désigna la balustrade d'un geste lent, presque théâtral. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Camille monta 3 marches, s'approcha, vit la trace. Elle sortit instinctivement un chiffon de sa poche et s'apprêta à l'essuyer. « Non, non, laisse, ne touche pas. » La voix d'Élise était glaciale. Elle regardait Camille comme on regarderait une tache sur un vêtement de soie. « Tu vois ce que tu fais? Tu salis plus que tu ne nettoies. Tu crois que c'est acceptable dans une maison comme celle-ci ?» Camille voulut s'excuser mais n'en eut pas le temps. « Tais-toi, ne me coupe pas. » À ce moment, une autre employée, Edith, la cuisinière, passait dans le couloir, les bras chargés de sacs. Elle ralentit, jeta un coup d'œil, puis fit demi-tour discrètement. Mais elle avait entendu. Tout le monde entendait. Et c'est ce que voulait Élise. « J'ai toléré bien des choses. Ton air toujours mal à l'aise, ton silence pesant, ta manière de te déplacer comme une souris. Mais là, c'est trop. Trop d'incompétence, trop d'amateurisme. Ici, on attend de la rigueur, pas de la médiocrité mal déguisée. » Camille ne répondait pas. Elle restait droite, les yeux légèrement baissés, mais sans fuir. Elle encaissait. Elle avait l'habitude. Mais ce jour-là, quelque chose en elle vacilla. Non pas la honte ou la peur. Ce fut autre chose. Une lassitude profonde. Un vide qui s'installe quand on comprend que, peu importe l'effort fourni, certains ne verront jamais autre chose que ce qu'ils ont décidé de voir. Théo, de son côté, avait commencé sa journée comme d'habitude. Café noir, quelques emails urgents, revue de presse technologique. Il avait entendu la voix de sa femme, plus sèche que d'ordinaire, mais il n'avait pas immédiatement réagi. Puis, en entendant la tension monter, il avait quitté son bureau du premier étage et descendu les marches silencieusement. Il ne voulait pas interrompre, pas encore. Il avait besoin de comprendre. Il resta dissimulé derrière la porte vitrée du salon, d'où il pouvait tout entendre sans être vu. « Tu penses que je suis cruel ?» poursuivit Élise. « Que je me défoule? Non, je suis juste réaliste. Si je ne mets pas de limite, on se retrouve avec une maison tenue par des mains tremblantes et des esprits mous. Tu veux que je fasse semblant? Que je dise merci pour un travail mal fait ?» Camille leva les yeux, pas pour répondre, juste pour regarder cette femme qui, malgré toute sa beauté et son élégance, semblait vide. Élise, piquée par ce regard calme, se pencha un peu vers elle. « Tu es remplaçable. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Théo, derrière la porte, sentit un frisson le parcourir. Non pas de colère immédiate, mais de lucidité. Il comprit soudain que ce n'était pas un incident isolé, ce n'était pas une mauvaise journée, c'était une habitude, une méthode. Et cette méthode, il l'avait tolérée trop longtemps par confort, par aveuglement ou par lâcheté. Il retourna à son bureau sans se montrer, sans rien dire. Il s'assit, fixa l'écran sans le voir. Les mots de sa femme résonnaient dans sa tête. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire, mais il savait qu'il ne pouvait plus ignorer. Le doute était devenu certitude. Camille, de son côté, reprit son chiffon dès que la voix d'Élise s'éloigna dans le couloir. Elle essuya la trace,
sans précipitation, puis descendit les marches. Elle ne pleura pas. Elle avait dépassé ce stade. Elle pensa simplement qu'il était peut-être temps de partir, mais elle n'avait pas ce luxe. Elle n'avait pas d'alternative immédiate. Et au fond, une infime part d'elle refusait de laisser Élise gagner ce duel silencieux. Ce jour-là, dans le silence revenu du manoir, quelque chose s'était déplacé. Une frontière avait été franchie, pas par Camille, pas même par Élise, mais par Théo, qui venait de poser les premiers pas sur un terrain qu'il avait trop longtemps évité. Rien ne serait plus jamais pareil. Le manoir était calme, mais un calme trompeur. Ce silence lourd qui s'installe lorsque quelque chose a bougé dans les fondations même d'un lieu, sans que personne ne puisse encore le nommer. Théo avait passé la fin de la matinée enfermé dans son bureau, mais il ne travaillait pas. Son ordinateur était ouvert, les notifications défilaient, les appels entraient, mais il restait là, les yeux perdus dans le vide, ruminant les mots, le ton, l'attitude d'Élise plus tôt dans la journée. Il revoyait la scène, pas seulement celle qu'il avait entendue, mais toutes les autres, celles qu'il avait inconsciemment filtrées pendant des années. Des remarques tranchantes à l'encontre des employés, des gestes secs, des regards de supériorité, des exigences absurdes, et surtout, cette manière qu'elle avait de réduire l'autre à une simple fonction. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait Élise malmener le personnel, mais jusqu'ici, il avait toujours trouvé une justification. Le stress, la fatigue, la pression des apparences. Il s'était convaincu qu'elle agissait ainsi par exigence, non par cruauté. Mais ce matin-là, en écoutant Camille se faire rabaisser avec une précision clinique, sans colère apparente, il avait compris. Il ne s'agissait pas d'un dérapage. Il s'agissait d'un fonctionnement. Il se leva, ferma la porte de son bureau et appela discrètement le responsable de la sécurité du domaine. Sans donner trop d'explications, il demanda l'accès aux enregistrements des caméras internes. Le manoir en comptait plusieurs pour des raisons de sûreté, dans les couloirs principaux, à l'entrée, dans les zones de service. Rien d'intrusif, mais suffisant pour obtenir une idée générale de la dynamique de la maison. Il prétexta une vérification de routine, une mise à jour de la sécurité avant la réception prévue la semaine suivante. Personne ne posa de questions. Moins d'une heure plus tard, il avait accès à toutes les images des 15 derniers jours. Il commença à visionner les séquences, une à une. Il regarda les matins, les échanges dans la cuisine, les passages dans le couloir près de l'escalier, les zones communes. Il ne cherchait pas un moment en particulier. Il cherchait un motif, une répétition, une preuve que ce qu'il avait ressenti n'était pas un excès d'interprétation. Et il trouva, rapidement, trop rapidement. Une séquence datant de 3 jours plus tôt montrait Élise dans la buanderie. Camille y était aussi, pliant des draps. Élise ne criait pas, elle ne haussait même pas le ton. Mais elle parlait vite, froidement, donnant des ordres contradictoires, exigeant que la même tâche soit refaite plusieurs fois sans raison claire. À un moment, Camille posa un drap sur la pile et s'excusa d'un geste, croyant avoir mal plié. Élise prit alors le drap et le laissa tomber au sol, sans un mot. Puis elle sortit. Une autre vidéo dans la salle à manger montrait Élise en train de donner des indications à voix basse, mais le ton était sans appel. Elle s'adressait à Camille comme à une enfant incapable, tandis que les autres employés faisaient mine de ne pas entendre. Théo vit aussi des plans où Camille effaçait ses larmes du revers de la main en quittant une pièce. Chaque vidéo était une pièce de puzzle. Aucune n'était violente en soi, mais toutes composaient un tableau glaçant. La domination n'était pas dans le cri, mais dans l'habitude. Ce n'était pas une crise passagère, mais une logique installée. Élise utilisait son pouvoir social pour imposer des humiliations régulières, subtiles, calculées. Théo ferma l'ordinateur. Il resta là, un long moment immobile. Une part de lui était écœurée, une autre était furieuse. Mais ce qu'il ressentait surtout, c'était une honte profonde. Comment avait-il pu ne pas voir? Comment avait-il pu partager un lit, un quotidien, une vie, avec quelqu'un capable de tant de mépris? Ou peut-être le savait-il au fond, et avait-il choisi de ne pas affronter la réalité? Mais désormais, il ne pouvait plus détourner les yeux. Il ne pouvait plus prétendre que cela ne le concernait pas. Il vivait sous ce toit. Ce manoir, aussi imposant soit-il, n'avait plus rien d'un refuge. C'était devenu un théâtre où se jouait une pièce qu'il n'avait pas écrite, mais dont il était l'un des personnages principaux. Il ne dit rien à Élise ce soir-là. Il rentra plus tôt que d'habitude
dîna en silence, prétexta un appel urgent et monta dans sa chambre d'amis pour y passer la nuit. Élise, surprise, ne posa pas de questions. Elle croyait encore tout contrôler. Elle pensait que Théo, comme toujours, allait tout laisser passer, détourner le regard, se concentrer sur ses affaires. Mais Théo avait commencé à agir, pas de manière impulsive, pas en criant vengeance. Il n'en avait pas besoin. Son pouvoir était ailleurs. Et cette fois, il allait l'utiliser. Le lendemain, il fit appel à son assistante personnelle et organisa un dîner à la maison pour la fin de semaine. Un dîner avec des invités choisis, un avocat influent, une sénatrice amie de longue date, 2 entrepreneurs qu'il respectait pour leur éthique. Ce n'était pas un hasard. Il voulait qu'il soit là. Il voulait qu'il voie, mais pas ce qu'on pourrait croire. Il ne s'agissait pas d'un piège ni d'un scandale public. Il préparait autre chose, quelque chose de plus subtil. Une première secousse, à peine perceptible, mais suffisante pour faire trembler les murs du silence. Élise, flattée par l'idée d'un dîner aussi prestigieux, accepta avec enthousiasme. Elle se mit à organiser les détails avec une efficacité redoutable. Elle voulait impressionner, comme toujours. Elle pensait encore que tout lui échappait, sauf le décor. Mais cette fois, le décor allait lui répondre. Le vendredi soir arriva avec une ponctualité implacable. La pluie avait cessé depuis 2 jours, mais l'air restait saturé d'humidité. Les jardins avaient été entretenus avec un soin redoublé, les fleurs réalignées, les allées balayées 2 fois, comme si le manoir lui-même s'apprêtait à jouer un rôle. Élise avait tout orchestré, chaque détail, chaque nuance de lumière, chaque pièce de vaisselle choisie avec une obsession perfectionniste. Elle voulait que cette soirée soit parfaite. Pas seulement pour flatter ses invités, mais aussi pour rappeler à tous qu'elle était la véritable maîtresse de la maison. Elle avait convoqué le traiteur le plus en vue de Lyon, imposé un dress-code subtil mais rigide, engagé un quatuor à cordes discret pour les premières heures du repas. Tout devait refléter leur statut, tout devait renforcer son image. Camille avait reçu ses instructions plus tôt dans la journée. Elle devait superviser le service tout en restant discrète. Élise lui avait répété à plusieurs reprises qu'aucune erreur ne serait tolérée. Le ton était froid, sec, presque administratif. Aucune remarque blessante cette fois, mais une pression palpable. Camille s'était préparée en silence, repassant chaque nappe, vérifiant les verres, les assiettes, les couverts, veillant à ce que rien ne puisse être sujet à critique. Elle avait à peine dormi la veille, partagée entre le poids de l'humiliation encore récente et la peur d'en subir une nouvelle devant des étrangers. Théo, quant à lui, restait d'une tranquillité presque inquiétante. Il avait passé la journée au téléphone, comme d'habitude, mais avec une attention plus soutenue que d'ordinaire, aux messages qu'il envoyait, aux réponses qu'il recevait. Il n'avait fait aucune remarque sur le dîner. Il avait laissé Élise tout diriger. C'était ce qu'il voulait, qu'elle pense avoir tout sous contrôle. Il avait enfilé son costume gris clair en début de soirée, sans empressement, salué les invités à l'entrée avec politesse, mais sans chaleur excessive, puis s'était installé à table avec la précision d'un acteur ayant parfaitement mémorisé sa partition. Le salon avait été transformé en salle de réception. Les murs blancs renvoyaient une lumière douce. Les bougies diffusaient une senteur de figues noires et de bois blond. Les fauteuils avaient été remplacés par des chaises plus sobres, disposées autour d'une table longue et élégamment dressée. Les invités arrivèrent un à un, saluèrent Élise avec enthousiasme, embrassèrent Théo avec respect, puis prirent place. La conversation débuta naturellement, entre actualité politique, innovation technologique, anecdotes mondaines. Élise brillait, souriait, distribuait les compliments avec habileté, tout en jetant régulièrement des regards furtifs vers Camille, qui circulait parmi les convives avec une grâce discrète. Le repas avançait, les plats s'enchaînaient. Camille faisait preuve d'une précision irréprochable. Rien ne débordait, rien ne tombait, rien ne semblait fragile dans ses gestes. Elle se tenait droite, concentrée, invisible et pourtant essentielle. Jusqu'à ce qu'un incident, banal en apparence, vienne perturber l'équilibre soigneusement construit. Alors qu'elle posait une assiette devant la sénatrice, un couteau mal placé glissa légèrement et tomba au sol dans un tintement bref. Le genre de chose qui, dans une autre maison, n'aurait provoqué qu'un sourire poli ou un geste compréhensif. Mais ici, le silence qui suivit fut immédiat, pesant. Élise, figée, lança un regard foudroyant à Camille, puis d'une voix assez forte pour que tous entendent,
laissa échapper « Décidément, certaines mains ne sont pas faites pour l'argent ni pour l'argenterie. » Les invités esquissèrent des sourires gênés. L'un d'eux tenta de détourner l'attention avec une plaisanterie, mais le malaise était déjà installé. Camille ramassa le couteau avec calme, s'excusa doucement, puis se retira sans un mot. Théo, jusque-là resté silencieux, se leva lentement, tenant son verre. Il frappa doucement le pied de sa coupe avec sa bague, produisant un son cristallin. Tous les regards se tournèrent vers lui. Élise, surprise, essaya de sourire, croyant à un remerciement de convenance, un toast habituel. Mais Théo, sans endosser la voix, s'exprima d'un ton clair, mesuré, presque solennel. « J'aimerais profiter de cette soirée pour porter un toast particulier. » Un silence respectueux s'installa. Élise tourna la tête vers lui, curieuse. « Ce soir, je souhaite lever mon verre non pas à nos réussites professionnelles, ni à nos réseaux, ni même à notre confort. Je souhaite lever mon verre à la personne la plus respectable de cette maison. » Il fit une pause. Un souffle d'étonnement parcourut la table. Élise fronça légèrement les sourcils. Théo tourna lentement la tête vers Camille, qui s'était arrêtée à l'entrée du salon, un plateau à la main, figé. « Camille, dit-il calmement, c'est à vous que je pense. » Un murmure parcourut la salle. Élise força un petit rire, faussement amusé, mais Théo poursuivit. « Parce que dans ce monde saturé d'apparence, vous êtes la seule ici ce soir à ne pas juger par le statut, le compte en banque ou les vêtements. La seule à traiter chaque personne avec égard, quelle que soit sa place. Et je crois que cela mérite d'être célébré. » Il leva son verre. Un moment de flottement suivit. Personne ne savait s'il fallait l'imiter ou rester silencieux. Un des invités, mal à l'aise, leva timidement son propre verre. Un autre suivit. Puis la sénatrice fit de même, plus franchement. Élise restait figée, le regard fixe, le sourire complètement éteint. Camille, les joues légèrement rouges, inclina la tête, puis sortit sans un mot. Théo se rassit, comme si rien ne s'était passé, reprit une gorgée de vin et se tourna vers son voisin pour relancer la conversation sur un ton détendu. Mais le ton général du dîner avait changé. Les regards étaient plus prudents, les mots plus pesés. Élise n'avait rien dit, mais elle avait compris. Ce toast, plus que tout discours, avait été un message clair, et elle n'en contrôlait plus les règles. Elle attendit que les invités soient de partie pour agir. La soirée terminée, les derniers verres vidés, les sourires forcés envolés, elle rejoignit Théo dans le salon vide alors qu'il défaisait lentement son nœud de cravate. Elle s'approcha sans un mot, le fixa quelques secondes, puis demanda sans colère apparente mais avec une tension contenue « Tu veux m'expliquer ce que c'était que ça ?» Théo releva la tête, croisa son regard et répondit calmement « Ce n'était rien d'autre que la vérité. Il est temps que quelqu'un la dise. » Le lendemain matin, le manoir était étrangement silencieux. Les couloirs habituellement animés par le souffle discret des employés semblaient même retenir leur respiration. Il y avait eu dans l'air la veille quelque chose de brisé. Pas un objet, pas un mot proféré, mais une dynamique insidieuse qui s'était effritée. Théo avait dormi dans la chambre d'amis, non parce qu'il fuirait, mais parce qu'il ne voulait pas affronter immédiatement le regard d'Élise, à présent ironiquement vide. Il avait besoin de temps pour rassembler ses idées, mettre des mots sur ce qu'il avait fait, ce qu'il sentait, ce qu'il craignait. Il ne regrettait pas le toast. Il ne regrettait pas d'avoir reconnu Camille dans ce moment précis devant des témoins respectés. Mais il savait que cela marquait un tournant, irréversible, que rien ne serait jamais plus comme avant dans cette maison. Élise, quant à elle, avait passé la nuit à tourner les événements dans sa tête. Le toast de son mari s'était suffi à lui-même. Aucun mot, aucun reproche tourné vers Camille, aucun regard à son égard devant les invités. Théo l'avait humiliée sans élever la voix, avait retourné la situation à sa manière, subtile, cinglante, et elle se trouvait désarmée. L'image qu'elle avait toujours contrôlée, celle de l'élégance, de l'ordre, de la supériorité, s'était fissurée devant des témoins, devant une personne qu'elle n'avait pas estimée digne de sa considération. Et ce constat la taraudait plus que tout. Ce matin-là, après un petit déjeuner silencieux, où Théo se contenta d'un café noir sans regard, tandis qu'Élise ne parlait pas, elle attira son attention d'un geste discret. Sans un mot, elle désigna le fauteuil face à la fenêtre près du bureau. Théo acquiesça, comprit. Il savait qu'elle voulait des explications, des justifications, une conversation formelle, digne des salons où elle excellait. Mais cette fois, il était décidé à ne pas céder à la scène attendue. Il s'installa et l'attendit.
Quelques minutes passèrent, longues, suspendues, puis elle parla. « Qu'est-ce que tu essayais de faire hier soir ?» demanda-t-elle d'une voix basse, presque étranglée. « Ce que tu as fait, ce n'était pas un toast, c'était une mise en accusation. » Théo posa sa tasse. « Je n'ai rien mis en cause, répondit-il. J'ai juste nommé ce qui était là. » Elle ferma les yeux un instant, inspira. « Nommer ce qui était là, mon cul, Théo. Soit tu veux me faire du mal, soit tu veux détruire tout ce qu'on a construit. Choisis ton camp. » Il releva le regard, la fixa. « Je veux juste que ce qui est juste soit fait. Camille est digne de respect. Et tu le sais aussi bien que moi, tu l'as vu, tu l'as senti. Mais tu as préféré détourner le regard jusqu'à ce que cela soit trop tard. » Élise le considéra. Un silence énorme s'installa. C'était la première fois depuis des années qu'elle ne savait pas quelle réplique donner, quelle posture adopter. Elle était déstabilisée. La séquence s'était inversée. Et, pour une fois, ce n'était pas elle qui détenait la maîtrise du moment. « Et maintenant, finit-elle par demander, la voix brisée, tu reconnais ça? Reconnais que tu m'as humilié. » Théo prit une longue inspiration. « Oui, je le reconnais. Je t'ai exposé. J'ai confronté ton comportement au regard de ceux qui nous entourent. Mais je ne te le reproche pas. Je te dis que je ne pourrai plus l'ignorer. Je veux que ça cesse. Pour moi, pour Camille, pour nous. Ce n'est pas un chantage, c'est juste la vérité. » Elle resta silencieuse, la tête baissée. Quand elle releva les yeux, il y avait une lueur qu'il n'avait jamais vue dans son regard. De la peur, de la vraie, pas celle de perdre une soirée mondaine ou une position. Cette peur-là venait d'un vide qu'elle avait longtemps ignoré, celui de ne plus être jamais respectée. Pas par Théo, mais par la vie. Le jour suivant, Théo prit une initiative discrète mais déterminante. Il convia Camille dans son bureau sans en parler à Élise. Il lui proposa de venir y travailler quelques heures par jour, surtout pour coordonner certains aspects de l'accueil et du rangement, mais également pour préparer un nouveau projet qu'il entendait lancer au sein de son entreprise. Il expliqua qu'il voulait faire évoluer la maison vers un environnement où chacun serait traité avec équité. Camille, surprise, hésita. Elle avait évité ce genre d'intervention jusque-là, de peur d'être accusée de profiter de sa situation. Mais elle sentit la sincérité dans l'offre de Théo. Elle accepta à condition que tout reste discret, le temps qu'elle puisse s'adapter. Théo accepta, touché par sa retenue. Il comprit alors combien, pour elle, la dignité ne se réclame pas. Elle se démontre. Élise, en apprenant qu'elle allait passer du temps dans le bureau de son mari, fut d'abord consternée. Puis, elle ressentit un nouveau type d'inquiétude, celle de perdre le contrôle non seulement sur l'image, mais sur la réalité. Elle ne dit rien. Elle n'eut aucune remarque. Mais ce fut dans ce silence, plus que dans n'importe quel mot, que se joua la suite. Une partie de la maison changeait. Élise en sentait les fondements se déliter. Et plus elle retenait un mot, plus ce mot devenait lourd, menaçant. Le soir, Camille passa sous l'entrée du bureau pour y laisser des documents. Elle croisa Élise dans le couloir. Un échange de regards rapide, chargé d'une histoire dense et non dite. Élise détourna le regard. Pour la première fois, elle ne sut pas quoi faire. Camille, elle, poursuivit son chemin, les mains un peu tremblantes, mais la tête relevée. Théo les observa toutes les deux, et comprit que ses regards contenaient déjà une réponse à une question qu'il avait à peine formulée. La maison ne serait plus jamais silencieuse. Les jours suivants se déroulèrent dans une routine en apparence intacte, mais dont les fondements avaient été altérés de manière irréversible. Le manoir, ce théâtre millimétré de gestes répétitifs et de paroles choisies, commençait à révéler ses failles. Chaque mouvement, chaque regard entre les membres du personnel et Élise semblait porter un poids nouveau, une conscience accrue de ce qui avait été dit, montré, mis à nu. Théo, fidèle à son tempérament, ne changea rien dans son comportement extérieur. Il continuait à se rendre à son entreprise tous les matins, à rentrer le soir à des horaires variables, à dîner dans un silence parfois tendu, parfois simplement vide. Mais intérieurement, il avançait méthodiquement. Son entreprise connaissait une phase de transition. Il y avait depuis plusieurs mois une réflexion sur les valeurs internes à transmettre dans les filiales. L'idée d'un programme de responsabilité sociale, jusque-là traité de manière superficielle par le service de communication, était devenue pour Théo une nécessité concrète. Ce qu'il avait vu et entendu chez lui l'avait confronté à une réalité qu'il refusait désormais d'ignorer. La réussite n'avait de sens que si elle portait un impact humain réel.
Et ce changement de paradigme allait commencer non pas dans ses bureaux, mais dans son propre foyer. Camille, désormais intégrée comme assistante de coordination, se rendait dans le bureau de Théo 3 matinées par semaine. Elle n'avait pas de titre officiel, pas de contrat fixe à ce poste, mais elle travaillait avec rigueur et implication. Elle organisait des documents, préparait des tableaux comparatifs de projets humanitaires, liait des contacts avec des associations locales, recensait les obstacles rencontrés par les femmes issues de milieux précaires dans le monde professionnel. Elle le faisait avec une retenue et une efficacité qui impressionnaient Théo à chaque rencontre. Pas une plainte, pas une revendication. Juste la volonté claire de participer à quelque chose de plus grand qu'elle. Élise, de son côté, observait. Elle ne posait pas de questions directement, mais ses gestes trahissaient une agitation nouvelle. Elle faisait du tri dans ses affaires, restait plus longtemps au téléphone avec ses amis, sortait plus souvent, comme si la maison l'étouffait. Elle sentait que son territoire se réduisait. Ce n'était pas que Camille prenait sa place, c'était pire. Elle n'en demandait aucune et pourtant, sa simple présence redessinait les équilibres. Élise tenta à plusieurs reprises de faire revenir Théo à des discussions superficielles, à l'organisation d'événements, à la préparation d'un voyage à Saint-Barthélemy, mais il restait vague, absent. Il n'entrait plus dans son jeu. Le point de rupture s'approcha un matin où Élise fit ce qu'elle n'avait encore jamais fait, fouiller dans le passé de Camille. Elle profita d'un moment où Théo était au téléphone, récupéra un dossier posé sur le coin de son bureau et le feuilleta. Ce n'était pas un dossier officiel, mais une collection de notes prises à la main, des échanges imprimés avec des associations, une courte biographie que Camille avait rédigée à la demande de Théo pour un profil interne. Elle lut, et ce qu'elle y découvrit la troubla plus qu'elle ne l'admit. Camille venait d'un quartier périphérique de Villeurbanne. Elle avait arrêté ses études à 17 ans pour subvenir aux besoins de sa mère malade. Elle avait enchaîné les emplois précaires, des périodes de chômage, des déménagements forcés, puis un drame, l'incarcération de son frère aîné pour un vol à main armée. Le nom n'était jamais mentionné dans les journaux, mais le dossier le rappelait. Une affaire médiatisée il y a quelques années, un braquage dans un commerce de centre-ville. Camille, malgré tout, avait continué à travailler, à soutenir sa famille, à payer les soins de sa mère et à rendre visite à son frère en prison toutes les semaines. Élise reposa le dossier, les mains tremblantes. Ce n'était pas de la compassion qu'elle ressentait, ni même une forme d'empathie. C'était une menace. Cette femme que l'on avait voulu tenir à distance par les codes de classe révélait un passé que Théo pourrait percevoir comme noble, courageux, digne. Élise comprit qu'elle devait agir avant que l'histoire de Camille devienne un capital symbolique que même elle ne pourrait concurrencer. Ce soir-là, elle attendit Camille dans le couloir, près de la buanderie. Lorsqu'elle l'aperçut, elle s'approcha, un sourire serré aux lèvres. « J'ai lu ce que tu as écrit sur toi », dit-elle calmement. « Très touchant, très bien présenté. C'est une belle histoire à raconter dans un dîner, non ?» Camille ne répondit pas, surprise par le ton, mais aussi par le fait même qu'Élise ait eu accès à ces documents. « Tu sais, » poursuivit Élise, « parfois je me demande si ce n'est pas ce que tu veux au fond. Être vue, être reconnue, être autre chose qu'une femme de ménage. Et c'est respectable, vraiment. Mais il faut que tu saches une chose. » Elle s'approcha davantage. « Les gens comme Théo aiment t'aider. Ça leur donne bonne conscience. Mais ça ne veut pas dire qu'ils te respectent. Ça ne veut pas dire qu'ils te voient comme une égale. Ils veulent juste se sentir bon. Et tu les aides à se sentir bon. » Camille la regarda, sans ciller. « Tu crois qu'il t'a donné ce poste parce que tu es capable? Non, il t'a donné ce poste parce que tu représentes quelque chose, une image, une belle histoire à raconter à ses actionnaires, une preuve qu'il est un homme bien. » Il y eut un silence. Camille baissa les yeux puis les releva lentement. Elle ne dit rien. Mais dans ce regard, Élise lut une réponse qu'elle ne voulait pas entendre. Ce n'était pas de la peur. C'était une détermination douce mais ferme. Camille n'était pas déstabilisée. Elle était touchée mais pas atteinte. Et ce fut à cet instant que Théo, revenu plus tôt que prévu, entendit tout depuis l'embrasure de la porte du couloir. Il ne fit aucun bruit. Il n'intervint pas. Pas encore. Mais son regard, cette fois, ne contenait plus de doute. C'était la deuxième fois qu'il assistait, en silence, à la brutalité maquillée de sa femme. Et cette fois, il ne détournerait pas les yeux. Les heures qui suivirent furent d'un silence pesant. Camille
après l'échange avec Élise dans le couloir, avait continué son service sans rien laisser transparaître, comme elle l'avait toujours fait. Elle nettoyait, classait les dossiers, répondait aux quelques courriels professionnels que Théo lui avait confiés. Mais ses gestes, bien que précis, avaient perdu une part de leur fluidité. Les mots d'Élise résonnaient encore dans son esprit, non pas comme une blessure, mais comme un avertissement. Ce n'était pas la première fois qu'on lui insinuait qu'elle n'avait sa place nulle part. Mais cette fois, cela venait d'un endroit où elle s'était sentie utile, où elle avait commencé à croire, en silence, qu'elle pouvait exister autrement qu'en se faisant oublier. Elle avait pensé à démissionner. Cette idée l'avait traversée plusieurs fois dans l'après-midi. Pas par faiblesse, mais pour se protéger. Elle n'avait jamais voulu être au centre de quoi que ce soit. Elle ne cherchait pas la reconnaissance publique ni les récompenses. Elle voulait juste une vie digne, où son travail serait vu, pas jugé. Et pourtant, depuis qu'elle était sortie de l'ombre, même timidement, la violence avait changé de forme. Moins frontale, mais plus perverse. Elle n'était plus une employée anonyme, elle était devenue un symbole, une cible. Ce fut en fin de journée que tout bascula. Théo, après être resté enfermé plusieurs heures dans son bureau, fit appeler Camille. Elle monta avec appréhension, convaincue qu'Élise avait tout raconté et transformé la scène du couloir en une version qui la désavantageait. Mais en entrant, elle vit dans le regard de Théo quelque chose d'inattendu. Pas de colère, pas de gêne, mais une forme grave de calme, comme si les certitudes venaient de tomber, une à une. Il l'invita à s'asseoir, prit quelques secondes de silence, puis déclara « Je t'ai entendu, dans le couloir, ce qu'elle t'a dit. » Camille baissa les yeux. Elle aurait préféré qu'il ne sache rien. Pas pour Élise, mais pour elle-même. Elle ne voulait pas être plainte ni défendue. Elle voulait juste qu'on la laisse faire son travail en paix. « Tu n'as rien à justifier, » poursuivit Théo. « Et je ne suis pas tombé dans ce piège-là. Tu n'es pas ici pour être un exemple, encore moins un outil de communication. Tu es ici parce que tu es capable, déterminé, parce que ton regard sur les choses est lucide et précieux. Et je regrette profondément que tu aies eu à entendre de telles paroles dans cette maison. » Camille ne répondit pas tout de suite. Elle inspira, puis murmura « Ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois que quelqu'un écoute. » Théo acquiesça. Il se leva, fit quelques pas, puis revint s'asseoir. « Je voudrais te raconter quelque chose. Tu sais que je viens d'un milieu modeste. Mais tu ignores peut-être que quand j'avais 18 ans, j'ai été engagé comme assistant dans un entrepôt. Un job d'été, en théorie. J'y suis resté 3 ans. Le patron, un homme d'affaires local, avait l'habitude d'humilier ses employés en public. Il disait que c'était pour les endurcir. Moi, je croyais que je méritais ce traitement, parce que je n'avais pas fait d'études. Jusqu'au jour où j'ai compris que ce n'était pas une méthode. C'était une perversion. » Il s'interrompit, regarda Camille avec intensité. « Je ne t'ai jamais parlé de ça, parce que j'ai passé 20 ans à construire une image de réussite, de contrôle, de pouvoir. Mais au fond, cette image n'a de valeur que si elle sert à réparer ce qui a été cassé. » Camille, émue malgré elle, baissa les yeux à nouveau. Elle n'avait pas besoin d'un discours, mais cette fois, elle sentait que les mots venaient d'un endroit vrai, brut, sans mise en scène. Théo reprit. « Je veux créer un programme à l'intérieur de mon entreprise. Quelque chose de concret. Un projet de réinsertion, de formation, d'accueil de profils atypiques. Et je veux que tu en sois la coordinatrice. » Elle releva les yeux, surprise. « Moi? Toi? Tu sais exactement ce que ces personnes vivent. Tu sais ce qu'il faut pour tenir debout quand le monde entier te regarde de travers. Tu as l'intelligence, l'expérience de terrain et surtout, tu as cette lucidité que personne ne peut t'enseigner. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle pensait à sa mère, à son frère, à toutes ces années passées à marcher sur un fil sans jamais tomber. Elle pensait à la petite fille qu'elle avait été, persuadée que l'ascenseur social était réservé aux autres. Et maintenant, on lui proposait non pas de monter, mais de tenir la clé. « Tu es sûr que ce n'est pas? »« Pour te donner bonne conscience ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Théo sourit sans ironie. « Je te propose ça parce que tu es la meilleure personne pour le faire, mais aussi, oui, parce que j'ai besoin de réparer. Pour moi, c'est personnel. Pour toi, c'est professionnel. Et si tu veux, on peut en faire un projet qui aura du sens pour les deux. » Camille resta silencieuse. Pas par doute, par respect pour ce que ce moment représentait. Elle savait qu'accepter, ce serait sortir de l'ombre définitivement. Ce serait être vu, évalué, critiqué.
Mais c'était aussi la possibilité d'exister pleinement, pas comme une exception, mais comme un modèle. Elle finit par acquiescer, d'un simple signe de tête. Ce soir-là, Élise, depuis le salon, regardait la télévision d'un œil distrait. Un magazine d'actualité locale parlait d'un nouvel élan dans les politiques d'insertion à Lyon. Rien de très précis, mais un ton enthousiaste. Puis un flash d'information annonça une conférence de presse prévue dans les prochains jours, organisée par l'entreprise de Théo, pour un projet d'envergure. Elle sourit, amèrement. Elle comprit alors que le monde qu'elle avait toujours dominé venait de basculer, et que cette fois elle ne contrôlait plus rien. Le jour de la conférence approchait et dans les bureaux de Théo, l'agitation était palpable. Mais ce n'était pas l'agitation habituelle d'une entreprise en pleine campagne de lancement. C'était plus subtil, une forme d'alignement invisible entre les idées et les intentions, un souffle nouveau porté non par une stratégie marketing, mais par un désir sincère de transformation. Camille, désormais au cœur du projet, passait de longues heures à relire des propositions, ajuster des lignes directrices, coordonner les équipes internes et les associations partenaires. Elle avait trouvé un rythme, une place, un équilibre fragile mais réel. Théo lui laissait toute latitude. Il n'était pas un supérieur, il était un allié, un appui discret. Il observait sans s'imposer, validait sans corriger, proposait sans ordonner. Et Camille, peu à peu, prenait confiance. Mais derrière ce calme apparent, un passé refaisait surface, chez l'un comme chez l'autre. Quelques jours avant l'événement, Théo invita Camille à déjeuner à l'extérieur, dans un petit bistrot discret qu'il fréquentait autrefois, bien avant sa fortune. Il avait réservé une table au fond, loin des regards, non pas par crainte du « qu'en dira-t-on », mais par respect pour l'intimité de l'échange qu'il souhaitait initier. Ils commandèrent simplement. Camille, d'abord silencieuse, finit par poser la question que Théo redoutait autant qu'il espérait. « Pourquoi moi? Pourquoi m'impliquer autant, me faire porter un projet comme celui-ci avec toute la pression que ça implique ?» Théo prit une gorgée d'eau, puis répondit sans détour « Parce que je me reconnais en toi. » Camille haussa légèrement les sourcils, surprise. « Pas en apparence, poursuivit-il. Mais dans le fond, oui, tu viens d'un endroit où on ne te tend pas la main, où chaque geste compte, où chaque erreur coûte cher. Moi aussi, j'ai grandi à Vénissieux. Mon père était maçon, ma mère faisait des ménages. Je n'ai pas eu une enfance malheureuse, mais chaque euro était compté. Chaque fin de mois était un exercice de survie. » Il marqua une pause. « À 20 ans, quand j'ai intégré une école de commerce grâce à une bourse, j'ai découvert un autre monde. Les costumes, les mots codés, les soirées privées, je n'étais pas à ma place. Je faisais semblant, jusqu'au jour où, pendant un stage, j'ai été pris à partie par un responsable. Il m'a humilié devant tout le service parce que j'avais mal rédigé un rapport. Il a dit que j'étais là pour remplir les quotas, que je n'irais nulle part. » Camille écoutait, les bras croisés, mais le regard attentif. Elle comprenait ce langage-là, celui des humiliations subies et jamais oubliées. « Ce jour-là, continua Théo, je me suis promis une chose. Si un jour j'étais en position d'aider quelqu'un à ne pas revivre ça, je le ferais. Mais le temps passe, le succès t'endort, tu t'installes dans ton confort, et tu oublies. Jusqu'à ce qu'un regard, une voix, un geste te rappelle qui tu étais. » Camille ne répondit pas tout de suite, puis elle souffla d'une voix posée. « C'est noble, mais ça n'efface pas ce que ça représente. Moi, je ne suis pas toi. Je n'ai pas ton pouvoir, ton nom, ta légitimité. » Théo sourit. « Justement, c'est pour ça que tu dois parler. Pour ceux qui ne peuvent pas encore. Pas comme une héroïne, mais comme une preuve que c'est possible. » Ils quittèrent le bistrot sans un mot de plus, mais un accord silencieux avait été scellé. Ce n'était plus une mission, c'était une responsabilité partagée. Le lendemain, au manoir, Élise attendait Théo dans le grand salon. Elle avait passé la journée à suivre les mouvements de Camille à travers la maison, notant chaque détail, chaque parole entendue. Elle n'était plus en colère, elle était inquiète. Non pas pour son mariage, mais pour son image, son statut. Elle sentait que les fondations de son monde se fissuraient. Quand Théo entra, elle l'intercepta sans détour. « Tu comptes vraiment faire ça? Mettre cette femme sur le devant de la scène? La faire parler au nom de ton entreprise? Tu réalises ce que tu fais ?» Il ne répondit pas immédiatement. Il l'observa, nota l'agitation dans ses gestes, la tension dans sa voix, puis il dit « Tu l'appelles cette femme. Elle s'appelle Camille. » « Eh oui, je vais le faire.
parce qu'elle a mérité sa place, plus que certains qu'on fréquente depuis des années. Élise se crispa. Elle te manipule. Elle se sert de toi. Tu ne vois rien. Théo se leva, s'approcha lentement. Non, Élise, c'est toi qui as manipulé, pendant des années, en prétendant que tout était question de mérite, alors que tu ne supportais pas qu'on ne t'admire pas. Tu as utilisé ton pouvoir pour dominer, pas pour construire. Le silence s'abattit, long, tranchant. Tu penses d'être le seul à avoir souffert? Lança-t-elle soudain. Tu crois que moi j'ai grandi dans la soie? Tu crois que je suis né avec des perles autour du cou? J'ai fait ce qu'il fallait pour ne plus jamais avoir peur de manquer. Et maintenant, tu me punis parce que je refuse de redescendre? Théo secoua lentement la tête. Non, je ne te punis pas, je choisis. Ce que je veux défendre, ce que je veux être. Il quitta la pièce sans un mot de plus. Élise resta seule, face à sa propre colère, mais surtout face à une vérité qu'elle n'avait jamais voulu affronter. Ce n'était pas Camille qui avait bouleversé son monde. C'était Théo, en retrouvant celui qu'il avait toujours été. Le grand jour arriva. Dès le matin, l'effervescence s'installa dans les locaux du siège de l'entreprise de Théo. Les équipes techniques vérifiaient les installations. Les techniciens ajustaient les micros. Les journalistes prenaient place dans la salle de conférence vitrée au sommet du bâtiment avec une vue panoramique sur Lyon. L'événement avait été annoncé discrètement, sans battage médiatique excessif, mais les invitations avaient été ciblées. Presse économique, presse sociale, chaîne d'information régionale et quelques partenaires stratégiques de la société. Ce n'était pas un lancement de produit. Ce n'était pas un bilan de fin d'exercice. C'était une déclaration d'intention. Et Théo voulait que le message soit entendu avec clarté. Dans les coulisses, Camille vérifiait ses notes une dernière fois. Elle n'était ni une professionnelle de la prise de parole en public, ni une habituée des podiums. Et pourtant, ce jour-là, c'était elle qui serait mise à l'honneur. Théo lui avait proposé de présenter elle-même le projet en tant que future coordinatrice du programme. Elle avait accepté après de longues hésitations, non par orgueil, mais parce qu'elle avait compris que son témoignage donnerait une légitimité réelle à l'initiative. Elle ne voulait pas être un visage parmi d'autres. Elle voulait porter un message. Pas pour elle, mais pour celles et ceux qu'on ne voyait jamais. Théo ouvrit la conférence. Costume sobre, ton posé, regard franc. Il commença par quelques mots classiques. Remercier les invités, rappeler le contexte économique, évoquer les défis sociaux auxquels le pays faisait face. Puis, il enchaîna avec ce qui comptait réellement. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de chiffres. Je ne vais pas vous présenter un nouveau service. Je vais vous parler d'un engagement, celui de rendre à ceux qu'on oublie la place qu'ils méritent dans notre société. Un silence s'installa dans la salle. Nous lançons un projet de grande ampleur. Il s'appelle Pont, parce que c'est ce que nous voulons bâtir, des ponts entre les mondes, entre ceux qui ont grandi avec des clés et ceux qui n'ont eu que des murs. Il expliqua que le programme viserait à recruter, former et intégrer des personnes issues de parcours brisés, précarité, exclusion, réinsertion après incarcération, jeunes sans diplôme. Il détailla les partenariats avec des associations, les budgets alloués, les objectifs mesurables. Mais ce n'est pas cela qui marqua les esprits. Ce fut la transition qu'il fit ensuite, et parce qu'un projet n'a de sens que s'il est porté par des personnes qui savent de quoi elles parlent, j'ai confié la coordination de ce programme à quelqu'un qui incarne exactement les valeurs que nous voulons défendre. Quelqu'un qui, par son parcours, par sa dignité, par sa force tranquille, m'a rappelé pourquoi j'ai commencé à entreprendre. Il se tourna légèrement et invita Camille à le rejoindre sur scène. Le murmure dans la salle fut immédiat. Certains la reconnurent comme une employée du manoir. D'autres se souvenaient d'elle, croisée lors de réceptions. Mais la plupart ne savaient pas qui elle était. Ils virent simplement une femme jeune, discrète, monter sur scène avec une feuille de papier à la main et une émotion contenue dans les traits du visage. Camille prit la parole, la voix tremblante au début, puis plus assurée. « Je ne suis pas venu ici pour raconter une success story. Je suis venu pour parler d'une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. J'ai grandi dans une zone où l'on vous apprend très tôt à ne pas déranger, à ne pas espérer trop, à ne pas exister trop fort. Mais j'ai appris avec le temps que le travail ne suffit pas, que le courage ne suffit pas. Il faut aussi qu'un regard se pose, un vrai regard. » Elle raconta, sans pathos, quelques éléments de sa vie. Sa mère malade, son frère emprisonné,
les emplois précaires, les humiliations silencieuses, mais aussi la force qu'elle avait trouvée à chaque étape pour ne pas céder au découragement. Puis, elle parla du projet Pont, de ses ambitions, de ses valeurs, de l'équipe déjà en place, des premiers profils en cours d'évaluation. Ce programme n'est pas une faveur, ce n'est pas un geste charitable, c'est une stratégie intelligente, une vision humaniste, et j'en suis fier. L'émotion dans la salle était palpable. Les journalistes prenaient des notes sans lever les yeux. Certains caméramens zoomaient sur son visage avec une attention nouvelle. Ce n'était pas une posture, c'était une vérité brute. Lorsque la conférence se termina, les questions fusèrent, mais Théo choisit de ne répondre qu'à une partie d'entre elles. Il laissa Camille en tête d'affiche, mais veilla à la protéger. Les retombées ne tardèrent pas. Les médias locaux reprirent à l'information, les réseaux sociaux s'emparèrent du discours. Le nom de Camille circulait désormais dans des sphères où elle n'avait jamais mis les pieds, pas comme une victime, mais comme une actrice du changement. Au manoir, Élise était restée seule devant la télévision. Elle avait découvert la conférence en direct, sans prévenir, en zappant par hasard. Lorsqu'elle vit Camille apparaître sur l'écran, son souffle se coupa. Mais ce ne fut pas la rage qui la traversa en premier. Ce fut une forme de vertige. Elle comprit à cet instant que tout ce qu'elle avait construit, son statut, son autorité, son image de perfection, ne suffisait plus à contenir la réalité. Camille, la femme de ménage, celle qu'elle avait méprisée, ignorée, rabaissée, devenait un symbole, mais pas un symbole de charité, un symbole de compétence, de courage, de vérité. Le soir même, Théo rentra tard. Il trouva Élise dans le salon, assise dans la pénombre. Elle ne dit pas un mot. Il s'assit face à elle. Le silence dura plusieurs minutes. Puis elle parla. « Alors c'est fini ?» Il la regarda sans détour. « Cela fait longtemps que ça l'est, mais je ne le savais pas encore. » Elle ne répondit rien. Elle se leva, quitta la pièce. Pas en furie, pas en larmes, juste en silence. Pour la première fois, elle avait compris qu'elle avait perdu, pas face à Camille, mais face à une réalité qu'elle avait toujours niée. Le lendemain de la conférence, la presse s'était emparée du sujet avec une vigueur inattendue. Les grands quotidiens nationaux titraient sur « l'initiative d'inclusion la plus humaine de la décennie », tandis que les réseaux sociaux transformaient Camille en modèle de résilience. Des extraits de son discours circulaient sur les plateformes numériques, commentés, partagés, analysés. Les messages de soutien affluaient, mais aussi les tentatives de récupération politique, les débats sur la sincérité du projet et les critiques habituelles d'une société toujours divisée dès qu'il est question d'équité. Camille, protégée par Théo, n'avait pas encore parlé à la presse. Elle préférait se concentrer sur la mise en œuvre réelle du programme, sur les réunions avec les partenaires associatifs, sur les parcours concrets qu'elle souhaitait aider à bâtir. Dans le calme apparent du manoir, un autre type de tension montait. Élise, après avoir encaissé l'exposition publique de Camille, avait passé la journée à consulter ses contacts dans la presse, à parcourir les commentaires en ligne, à tenter de comprendre jusqu'où l'image de son couple avait été atteinte. Elle comprenait enfin que l'humiliation qu'elle avait crue ponctuelle, isolée à un dîner, s'était transformée en événement national. Le nom de son mari circulait désormais avec un prestige nouveau, non pour ses succès économiques, mais pour son positionnement éthique, et elle n'y figurait plus. Pire, elle n'existait dans cette narration publique qu'en creux, comme le symbole d'un monde ancien, fermé, sourd. Elle attendait Théo dans le grand salon ce soir-là. Il rentra vers 21h, visiblement fatigué. Il avait donné 2 interviews, participé à un panel d'experts, déjeuné avec un haut fonctionnaire intéressé par le modèle Pont. Lorsqu'il la vit, il sut que le moment était venu. Il s'assit sans rien dire, croisant les bras. « Tu as quelques minutes ?» demanda Élise d'un ton tendu mais contenu. Théo acquiesça. Elle s'approcha. « Je vais aller droit au but. Tu comptes divorcer ?» Théo ne répondit pas tout de suite. Il regarda ses mains, puis leva les yeux vers elle. « J'y pense depuis plusieurs mois. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ça m'a forcé à regarder notre mariage autrement. Et je ne peux plus continuer à faire semblant. » Élise se recula légèrement, comme frappée par un coup invisible. Mais elle se reprit. « Et Camille dans tout ça? Tu veux me remplacer? Avec elle? Ce n'est pas une question de remplacement, Élise. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de respect. J'ai réalisé que j'avais construit ma vie avec quelqu'un qui méprise les autres
dès qu'ils ne brillent pas comme elle le souhaite. Elle se leva brusquement, les bras croisés, piégée entre la colère et l'humiliation. « Tu vas briser tout ce qu'on a construit. L'image, la stabilité, nos cercles, nos repères. Ce qu'on a construit, Élise, c'était du vide. Un décor parfait, mais sans âme. Tu le sais aussi bien que moi. On ne partage plus rien depuis des années. Et aujourd'hui, je veux vivre autrement. Pas dans un château, dans une vérité. » Le silence s'installa. Cette fois, il n'y avait plus de gestes pour camoufler, plus de masques. Juste deux êtres qui n'avaient plus rien à se dire. Théo se leva, s'approcha calmement. « Demain, je vais rendre la chose officielle. J'ai demandé à mon avocat de préparer les papiers. Je vais demander la séparation. Sans litige. Je ne cherche ni vengeance ni affrontement. Mais je veux une coupure nette. » Élise, blanche comme un linge, n'ajouta rien. Elle quitta la pièce. Cette fois, elle ne pleura pas. Pas par fierté, mais parce qu'elle ne ressentait plus rien. Même la colère s'était vidée. Il ne restait que le vide d'un monde qu'elle n'avait pas vu s'effondrer à temps. Le lendemain, la nouvelle fit surface dans les journaux régionaux. Théo Morel, entrepreneur visionnaire, demande officiellement la séparation avec Élise Morel, dans un accord privé mais définitif. Le communiqué était sobre, neutre, mais chacun comprit que quelque chose d'essentiel avait changé. Ce n'était pas seulement la fin d'un mariage, c'était la fin d'un chapitre public, d'un couple emblématique de la haute société lyonnaise. Camille apprit la nouvelle dans un café où elle rencontrait une responsable associative. Un simple titre en bas de l'écran télé du bar. Elle resta figée un instant, puis reprit la conversation comme si de rien n'était. Mais au fond d'elle, une alarme discrète s'alluma. Elle n'avait jamais voulu provoquer ce genre de séisme. Elle ne voulait pas de guerre. Elle voulait du sens. Elle voulait agir, pas déranger. Et pourtant, elle comprenait que, parfois, être fidèle à ses valeurs suffisait à bouleverser les structures les plus établies. Quelques heures plus tard, elle reçut un appel d'un cabinet d'avocats. L'assistante lui annonça qu'un pli confidentiel lui serait livré le lendemain matin, de la part de Théo Morel en personne. Elle n'en savait pas davantage. Camille raccrocha, interdite. Elle ne savait pas quoi penser. Tout était allé si vite. Et désormais, tout semblait pointer vers une chose qu'elle n'avait jamais osé imaginer, que son engagement, sa douleur, son intégrité allaient être reconnus d'une manière encore plus profonde que tout ce qu'elle avait déjà reçu. Elle passa le reste de la journée dans un mélange d'anxiété et de calme résolu. Elle ne savait pas ce que contenait cette lettre, mais elle comprenait que ce n'était pas une fin. C'était le prolongement logique de tout ce qui avait commencé le jour où elle avait franchi les grilles du manoir pour la première fois. Et elle était prête à affronter ce qui viendrait ensuite, non pas parce qu'elle se sentait protégée, mais parce qu'elle savait, enfin, que sa voix avait trouvé un espace. Le matin suivant, à 8 heures précises, un coursier en uniforme gris foncé sonna au petit appartement de Camille. Elle venait à peine de terminer son café, assise à sa table en bois usé, quand elle entendit les coups brefs et fermes contre la porte. Elle ouvrit, signa sans poser de questions et reçut une enveloppe épaisse fermée par un sceau officiel. Aucun logo d'entreprise, aucun indice extérieur, juste son nom, écrit à la main, avec une encre sombre et élégante. Elle resta quelques secondes à regarder l'enveloppe, comme si elle contenait quelque chose de fragile, presque vivant. Puis elle l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre manuscrite de Théo, rédigée avec soin. Pas un simple message de courtoisie, ni un remerciement impersonnel. C'était un texte sincère, dense, personnel. Il y exprimait avec une clarté presque douloureuse les raisons profondes de ses choix récents. Il revenait sur son silence des premières années, sur ses aveuglements, sur les compromis qu'il avait faits sans même les nommer. Il parlait aussi de Camille, de son courage discret, de la leçon qu'elle lui avait donnée sans chercher à l'enseigner. Il lui disait qu'elle avait changé son regard non par la force mais par la constance, et qu'il ne voulait pas seulement lui offrir une reconnaissance passagère. Il voulait l'inscrire durablement dans le cœur du projet qu'ils avaient amorcé ensemble. En plus de la lettre, un contrat. Rédigé dans les formes légales les plus rigoureuses, il stipulait que Camille devenait officiellement cofondatrice du programme PONT, avec un pourcentage équitable des décisions stratégiques et un droit de regard sur toutes les étapes du projet. Non pas comme une employée, ni comme une mascotte symbolique, mais comme une partenaire à part entière. Camille posa les documents sur la table. Elle ne sourit pas, elle ne pleura pas, mais un soulagement lent, profond, monta en elle.
Ce qu'elle tenait entre les mains n'était pas un cadeau. C'était une réponse juste, une confirmation que sa voix, ses pas, ses luttes avaient fini par résonner dans les murs qu'elle pensait hermétiques. Pendant ce temps, Théo, dans son bureau, venait de signer les documents de séparation. Il avait fait les choses proprement. Il avait accepté de céder certains biens communs à Élise, sans conflit, sans marchandage. Il avait décidé de verser une part significative de sa fortune à une fondation qui financerait, entre autres, les futures extensions du projet Pont. Il n'avait pas consulté Élise, il avait juste notifié avec clarté et respect. La réaction ne s'était pas fait attendre. Élise, en apprenant les détails, avait d'abord pensé à une attaque déguisée. Elle avait convoqué son avocat, exigé de tout relire. Mais il n'y avait rien à contester. Tout était légal, limpide, équilibré. Elle comprenait que Théo avait prévu chaque étape. Il n'agissait pas dans l'impulsion. Il avançait avec la précision d'un homme qui avait retrouvé sa direction. La presse, informée de la séparation, avait d'abord traité le sujet comme une note de bas de page, avant de réaliser la portée symbolique de l'événement. Théo, l'homme discret de la tech, devenait peu à peu une figure d'inspiration sociale. Il ne vendait plus seulement des solutions numériques. Il proposait un modèle éthique, un contre-exemple rare dans un paysage souvent dominé par l'apparence. Et Camille, bien que toujours discrète, était désormais indissociable de cette narration. Pas comme une égérie, mais comme une référence. Dans les jours qui suivirent, les premières lettres de candidature pour le programme affluèrent, des femmes sortant de longues périodes de précarité, des hommes ayant terminé leur peine et cherchant à reconstruire, des jeunes abandonnés par le système scolaire. Tous écrivaient avec la même phrase dans leurs lettres « Je crois en ce projet parce que j'ai vu Camille ». Elle devint un point de repère, une preuve que ce que l'on pensait impossible pouvait, lentement, devenir tangible. Camille, dans son nouvel espace de travail, organisait ses journées avec rigueur. Elle ne laissait rien au hasard, pas parce qu'elle voulait impressionner, mais parce qu'elle savait que chaque décision, chaque appel, chaque dossier traité représentait un espoir, et qu'elle n'avait pas le droit de décevoir. Elle gardait la lettre de Théo dans un tiroir, non pas comme un talisman, mais comme une encre. Quand le doute revenait, quand le passé cognait à la porte, elle la relisait doucement, sans précipitation. Elle ne cherchait pas la validation, juste le rappel que tout cela était réel. Élise, de son côté, était entrée dans une période de retrait. Elle n'apparaissait plus dans les événements mondains. Son nom circulait moins. Certains de ses anciens amis s'éloignaient discrètement, évitant d'être associés à ce qu'ils appelaient en privé la chute sociale de l'année. Mais ce n'était pas la perte du prestige qui la tourmentait, c'était la conscience nouvelle qu'elle n'était plus au centre de rien, que le monde avait continué sans elle, et que la femme qu'elle avait tenté de faire disparaître d'un regard hautain était désormais l'âme d'un projet que l'on citait en exemple jusque dans les sphères politiques. Théo, pour sa part, poursuivait son travail, plus serein. Il n'avait pas refait sa vie, pas entamé de nouvelles relations. Il se concentrait sur l'essentiel, redonner du sens à ce qu'il faisait. Il savait que tout n'était pas résolu, mais pour la première fois depuis longtemps, il avait le sentiment d'être à la bonne place. Et Camille, le soir, en quittant le bureau, passait parfois devant le vieux manoir. Elle le regardait brièvement, sans rancune. Elle n'avait rien à reprendre. Elle n'avait rien perdu. Elle avait simplement traversé. Et de l'autre côté, elle avait trouvé sa voie. Les semaines qui suivirent furent marquées par une évolution rapide et irréversible de la position de Camille dans la sphère publique. Mais ce fut une reconnaissance discrète, mesurée, loin des feux des projecteurs artificiels. Elle était sollicitée, oui, mais jamais comme une curiosité médiatique. Son discours à la conférence, relayé avec sobriété, avait marqué les esprits pour sa clarté et sa retenue. Elle ne cherchait pas à inspirer par des effets, mais par la constance de ses actions. C'est précisément cette posture qui lui valut la confiance d'un nombre croissant d'interlocuteurs sérieux, de partenaires associatifs, d'acteurs du monde du travail qui comprenaient, enfin, que l'inclusion ne se décrète pas en slogan, mais se construit dans le réel. Un matin, en arrivant à son bureau, elle trouva un nouveau courrier sur son bureau. L'enveloppe, simple, portait la mention manuscrite « personnelle et confidentielle ». À l'intérieur, une lettre courte de Théo, datée du jour précédent. Il n'y avait ni longue formule, ni phrases alambiquées. Juste quelques mots, directs, clairs. «
Tu m'as permis de retrouver la direction que j'avais perdue. Ce projet est à toi autant qu'à moi. J'ai rédigé le contrat final. Tu n'es plus coordinatrice, tu es cofondatrice, en toutes lettres, en pleine légitimité. Jointe à la lettre, le contrat modifié, signé, officiellement enregistré. Camille devenait, aux yeux de la loi, l'une des deux initiatrices de Pont, avec les mêmes droits que Théo, les mêmes parts, la même voix. C'était bien plus qu'une promotion. C'était une redistribution de pouvoir, une concrétisation totale de ce qu'ils avaient construit ensemble. Elle resta longtemps assise, la lettre en main. Elle repensa à son arrivée dans le manoir, à sa discrétion volontaire, à son silence protecteur. Elle repensa à la première humiliation, à la violence douce d'Élise, à cette sensation d'être toujours de trop. Puis, elle regarda autour d'elle, des dossiers empilés, des projets en cours, des parcours qu'elle aidait à dessiner chaque jour. Elle n'était plus tolérée. Elle n'était plus la note de bas de page d'une grande histoire. Elle écrivait désormais les chapitres. Le projet Pont fut officiellement lancé à l'échelle nationale. Une cinquantaine d'entreprises partenaires intégrèrent le dispositif. Des centaines de candidatures furent traitées. Camille sélectionna avec rigueur, privilégiant les profils invisibles, femmes, seules avec enfants, anciens détenus, jeunes sans formation, mais dotés d'une motivation à toute épreuve. Le programme ne cherchait pas des chiffres pour les rapports annuels, il cherchait des transformations réelles, et ça fonctionnait. Dans les médias, le ton changea. Camille ne fut plus seulement citée comme celle que Théo avait mise en lumière. Elle devint la cofondatrice de l'un des projets d'intégration les plus innovants de France. Son nom apparut dans des colloques, dans des débats, dans des panels de réflexion. Elle fut invitée à partager son expérience, non comme un témoignage touchant, mais comme une parole experte. Et à chaque fois qu'elle parlait, elle revenait à l'essentiel. Je ne suis pas une exception. Je suis une preuve que des milliers d'autres peuvent exister, si on leur donne les moyens. Élise, de son côté, avait quitté le manoir. Elle s'était réfugiée dans une maison de campagne familiale dans le sud du pays. Elle n'avait pas refait surface publiquement. Certaines rumeurs circulaient. Elle préparait un retour à la vie médiatique, une biographie, peut-être un livre. Mais aucune confirmation n'était venue. Ce silence prolongé était, pour ceux qui l'avaient déconnu, un aveu d'échec. Elle n'avait pas supporté d'être évincée de l'histoire. Pas évincée par Théo, mais par la réalité. Théo, désormais seul à la tête de son entreprise, continuait son travail avec la même rigueur, mais une sérénité nouvelle. Il n'avait pas changé de style de vie, ni modifié ses cercles. Mais il avait cessé de jouer un rôle. Il parlait avec sincérité, agissait avec cohérence. Ceux qui le fréquentaient voyaient la différence. Et beaucoup y trouvaient un exemple. Non d'homme parfait, mais d'homme réconcilié avec ses principes. Un an après le lancement de Pont, une cérémonie fut organisée dans un amphithéâtre public de Lyon, à l'initiative de la mairie. Ce n'était pas une célébration tapageuse, mais une reconnaissance sobre du travail accompli. Des bénéficiaires du programme y témoignèrent. Des chefs d'entreprise y prirent la parole. Camille ferma la séance avec un discours simple. On m'a souvent dit que je n'avais pas le profil, que je n'étais pas faite pour diriger, pour représenter, pour incarner. Mais ce qu'on oublie, c'est que ceux qui ne rentrent dans aucun moule sont souvent ceux qui créent les nouveaux cadres. Elle fut ovationnée. Mais ce ne fut pas ce moment qui marqua la fin de cette histoire. Ce fut ce qu'elle fit en sortant. Elle ne retourna pas au manoir. Elle prit un train pour Villeurbanne. Elle marcha dans son ancien quartier. Elle passa devant l'immeuble où elle avait grandi. Et là, elle décida de fonder une antenne locale du programme Pont, exclusivement dédiée aux jeunes de son ancien environnement. Ce fut sa manière de conclure, pas par une revanche, mais par un retour, un cercle bouclé. Théo, informé, lui envoya un message bref. « Tu viens de faire ce que peu de gens osent, revenir là où tout a commencé et y semer quelque chose de neuf. » Et ce fut là que l'histoire se referma. Non sur un événement spectaculaire, ni sur une révélation inattendue, mais sur une trajectoire droite, puissante, humaine. Camille n'avait pas changé le monde, mais elle avait changé la perception qu'on avait d'un monde possible. Elle n'avait pas écrasé ses obstacles, elle les avait transformés en fondation. Et Élise, où qu'elle soit, ne pouvait plus faire autrement que de regarder cette réalité grandir sans elle. Le manoir était vide, mais dehors, la vie avançait, plus forte, plus juste, plus vraie.